On a aujourd'hui, on sait que les taux à zéro et les liquidités injectées dans le système n'ont fait que créer une bulle d'actifs. Point. À partir de ce moment-là, comme c'est quelque chose d'irrationnel, une bulle par définition, on ne peut pas savoir quand elle va crever. La seule chose qu'on sait, c'est que plus on souffle dans un ballon, plus quand il va éclater, ça va faire mal. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Global worries stemming from that financial crisis in the Mediterranean nation of Cyprus. La révolte s'organise à Chypre contre les mesures anti-crise. But tell me, any sign of Plan B? No sign of Plan B, and that's why the banks will be closed on Thursday and Friday. On en vient à l'affaire qui ébranle la zone euro. Pour la première fois depuis le début de la crise, un gouvernement va donc puiser dans la poche de tous les détenteurs de comptes bancaires. Cela se passe à Chypre. Chypre, début 2013. La crise financière mondiale provoquée par la faillite de la banque Lehman Brothers en 2008 ne cesse de s'aggraver pour certains pays dont la petite île méditerranéenne. Face à cette crise d'une gravité sans précédent depuis la Grande Dépression, les gouvernements semblent souvent incapables de répondre efficacement aux problèmes. Beaucoup d'institutions financières de par le monde souffrent des conséquences de plusieurs décennies de gestion pour le moins discutables. Les banques de ce pays ne font pas exception. Après la Grèce, l'Irlande, le Portugal et l'Espagne, c'est au tour de la République chypriote, le 5e pays de la zone euro, à faire face à une situation financière si désastreuse qu'elle impose une intervention urgente de la part de l'Europe. Dans la nuit du vendredi 15 mars 2013, un plan de sauvetage radical est concocté sous l'égide de l'Eurogroupe. L'idée est ni plus ni moins de confisquer une partie des avoirs des épargnants pour renflouer les caisses des banques chypriotes au bord de la faillite. Comme on pouvait s'y attendre, cette solution considérée par certains comme du vol légalisé a été très mal encaissée par le peuple. J'ai jamais pensé, jamais, en étant dans un pays européen, en étant en plus dans la zone euro, qu'un jour on pourrait avoir une telle réaction, une telle chose qui arrive, qu'on vienne prendre notre argent sur nos comptes en banque. C'est véritablement une atteinte à la propriété, c'est un vol. Ça ne peut pas porter d'autre nom. Ce qui s'est passé à Chypre au mois de mars va se dérouler, mais c'est pas pour tout de suite. On diffère, comme ça c'est plus facile à encaisser. Ça se passera seulement à partir de 2016. Mais ça va vous arriver, vous allez tous vous faire piquer vos sous sur vos comptes en banque, partout. Personne n'y échappera, les Belges, les Suisses, les Français, tout le monde. Pas seulement en zone euro. Au Canada c'est pareil, c'est devenu la règle, c'est international et l'Europe, ça y est, l'a voté en tant que loi et personne n'en a parlé. On préfère parler des quenelles que de parler de la nouvelle loi qui est sortie et qui autorise les États à prendre l'argent sur les comptes en banque. C'est comme ça, j'ai l'impression qu'on n'est plus du tout en démocratie, il faudra qu'on prouve le contraire. Mais quand des gens qui n'ont pas été élus, mais simplement nommés, donc nommés par des gens qui ont tout intérêt à les voir là, et en l'occurrence, le lobby bancaire visiblement a eu son mot à dire sur la nomination de ces gens-là, ce sont ces politiques qui décident de notre avenir, sont issus eux-mêmes du milieu bancaire, on voit d'où vient Mario Draghi, on voit d'où viennent toutes ces personnes, et ce sont ces gens-là qui demain vont décider de ce qui est bon pour nous. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Donc il faut bien comprendre que quand les médias nous parlent de reprise économique globale, en réalité, ils ne se posent jamais la question de savoir d'où vient cette reprise. La crise qui a commencé avec Lehman Brothers est vraiment totalement différente des autres crises que nous avons connues ces 30-40 dernières années, en ce sens que la quantité d'argent qui a été créée à partir par les banques centrales dépasse complètement l'entendement. Depuis 2008, les bilans des banques centrales, que ce soit la Réserve fédérale américaine ou la Banque centrale européenne, ont complètement explosé en valeur. Donc c'est le signe, je veux dire,
en veux-tu, en voilà, c'est la preuve mathématique que les banques centrales ont imprimé, ont créé une quantité d'argent absolument phénoménale. Et elles ont de plus en plus de mal à faire marche arrière, je dirais, par rapport à ce processus de création monétaire. Un petit peu comme un cocaïnomane, en fait, persuadé que sa consommation de cocaïne l'amène à des performances plus élevées. Eh bien, c'est exactement pareil. Les économistes et les banques pensent que le fait d'imprimer de l'argent à partir de rien, d'inonder le marché de cet argent frais, va effectivement augmenter les performances. Et s'ils ont relativement raison, je dirais, sur le court terme, c'est-à-dire qu'effectivement, un apport d'argent frais a un effet stimulant sur l'économie sur le court terme, sur le long terme, les conséquences sont catastrophiques, exactement comme la consommation de cocaïne. Face à la débâcle des banques, des alternatives fleurissent à travers le monde. Certaines sont de personne à personne, comme les services d'échange locaux, mais d'autres sont plus virtuelles, comme le Bitcoin qui est sous le feu des projecteurs depuis la crise chypriote d'avril 2013. Share prices continued to tumble. Lehman Brothers was forced to declare itself bankrupt. The largest single point drop. The collapse of the American giant impacted way beyond US shores. Lehman Brothers suffering a spectacular downfall. Its stock at one point this year sold for $67 a share. Right now it's trading at just $3.65 a share. Now, the idea that the only bank in New York and in London who was doing this was Lehman is completely risible. And everybody knows it in the markets. For the first time, people are seeing that Lehman Brothers was never rotten at the core. That's where all the beauty was. She was rotten at the head. Depuis la crise des subprimes, c'est devenu une habitude. La plupart du temps qu'une banque montre des signes de faiblesse, les États se précipitent à son secours, quitte à en faire payer l'addition aux contribuables comme cela se passe à Chypre. Mais le cas extrême de Chypre est-il isolé ? Pour l'instant oui, mais dès 2016, le Fonds monétaire international a annoncé vouloir utiliser ce même genre de solution pour les pays touchés par la crise. Et oui, en Belgique par exemple, si la banque Dexia venait à sombrer, elle laisserait à l'État belge une ardoise de plus de 40 milliards d'euros. Et pourtant, l'État s'est porté garant pour cette banque. La raison est simple, Dexia fait partie des banques dites too big to fail, trop grosses que pour qu'on puisse les laisser couler. La faillite d'une telle banque aurait des conséquences catastrophiques. Et Dexia n'est pas la seule banque dite too big to fail. C'est un fait. Le secteur financier pèse lourd dans nos économies modernes, trop lourd peut-être. Le secteur financier aujourd'hui représente une part croissante de l'économie. Il y a de plus en plus d'emplois qui sont liés de près ou de loin à ce secteur-là. Et ça veut dire que ce secteur devient tellement critique pour l'économie qu'on ne peut absolument plus le laisser s'enrhumer ou avoir le moindre problème. C'est pour ça que les États viennent tout de suite à l'aide des banques quand elles sont en difficulté, parce que la faillite d'une seule banque peut avoir des conséquences absolument catastrophiques pour l'économie. On prend souvent l'exemple ici en Belgique de la banque Dexia, donc je ne parle pas de Belfius, qui, elle, a hérité, je dirais, des bons actifs, des bons business de Dexia, mais ce qui s'appelle encore aujourd'hui la banque Dexia, qui est un peu la banque poubelle de ce que Dexia était avant la crise. Cette banque-là, aujourd'hui, si elle faisait faillite, forcerait l'État à devoir payer ses dettes, mais l'ardoise totale représenterait probablement un chiffre supérieur à 40 milliards d'euros. Ce qui, évidemment, pour une économie comme la Belgique, n'est pas du tout négligeable, puisque ça représente à peu près 1/10 du produit national brut de la Belgique. Et Dexia est une toute petite banque. Il faut bien comprendre que ce qui se passe pour Dexia est évidemment valable pour toutes les autres banques, et à commencer par les plus grosses banques. Si une grosse banque majeure de Wall Street aujourd'hui venait à faire faillite, le monde économique, le système financier ne s'en relèverait sans doute pas. Et donc, bien entendu, c'est un scénario qui est, je veux dire, ridiculisé par beaucoup de financiers, parce qu'on dit toujours que ces banques sont too big to fail, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas faire faillite, que le moindre problème qu'elles pourraient avoir amènerait immédiatement une intervention de la Banque centrale américaine, de la Réserve fédérale. Et c'est vrai, mais n'empêche,
ces banques deviennent aussi tellement grosses qu'à un moment donné, on peut se poser la question légitime de savoir si elles ne sont pas non plus too big to be saved. C'est-à-dire qu'on ne sait plus avoir les moyens nécessaires pour pouvoir les sauver. Sauf à créer une crise monétaire sans précédent qui probablement amènerait la destruction du dollar, voire de l'euro dans son sillage. Alors on fait quoi ? Comment faire pour que ce secteur financier pose moins de risques pour les États et ses citoyens ? Comment faire pour diminuer la croissance de ce secteur qui pèse de plus en plus lourd dans les pays occidentaux ? Faut-il laisser les banques faire faillite comme en Islande ? Pourrions-nous éventuellement un jour nous passer les banques telles que celles que nous connaissons aujourd'hui ? Durant la Grande Dépression des années 30, certaines solutions alternatives de financement pour les entreprises comme le WIR en Suisse ont vu le jour. La Galaxy WIR existe depuis 1934 et est un système monétaire privé travaillant en circuit fermé. Une sorte de troc amélioré où, au lieu d'échanger des produits ou des heures de travail, les PME utilisent une unité de compte ancrée au franc suisse. Au sommet du système, la banque coopérative WIR, basée à Bâle, est présente dans plusieurs villes du pays. Travaillant sous le contrôle de la Banque nationale suisse, cet établissement émet et gouverne l'argent WIR, un peu à la manière d'une banque centrale. Le WIR est une monnaie qui s'est développée pendant la grande crise économique des années 30, où les entreprises se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas besoin du franc suisse pour se rémunérer, parce qu'il y avait un climat de confiance. Et donc, ils ont commencé à se prêter entre eux à travers une monnaie qu'on a appelée le WIR, du crédit de caisse, des paiements de factures. Et ça s'est développé. Et l'État suisse n'a pas arrêté, ou la Banque centrale suisse n'a pas arrêté ce mécanisme. Et il perdure jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est 2,5 milliards de francs suisses qui sont échangés de cette façon-là. Les monnaies complémentaires sont des systèmes qui sont nés il y a quelques années pour pallier à la déficience des monnaies conventionnelles. Les monnaies conventionnelles, ce sont des monnaies qui concentrent l'argent, qui ne circulent pas bien, en définitive, et appauvrissent les gens les plus pauvres. Les monnaies complémentaires arrivent en temps de crise parce qu'en temps de crise, la monnaie conventionnelle, qui est déjà rare, est encore plus rare. Et donc, si on ne veut pas étouffer par manque d'oxygène, la créativité prend le dessus et on a toutes sortes de systèmes qui sont occupés d'émerger par la base et non pas par l'État pour essayer de pallier à ça. Aujourd'hui, d'autres pays comme l'Uruguay sont dotés de monnaies alternatives coopératives. Le but est le même, permettre aux PME de financer leurs besoins en fonds de roulement sans devoir passer par une banque. Mais les monnaies alternatives ne sont pas la seule et unique innovation financière qui permet aux entreprises de se financer sans passer par les banques. Depuis peu, un nouveau phénomène lié au développement d'Internet montre son nez, le crowdfunding. Donc, le crowdfunding existe depuis toujours. La Statue de la Liberté a été partiellement crowdfundée par une série d'Américains en 1884. Et ça consiste en quoi? C'est quand un nombre important d'individus rassemblent leurs ressources pour financer un projet. Donc il n'a pas attendu l'Internet pour exister. L'Internet a permis de le développer. On vit aujourd'hui dans un monde connecté, dans un monde où on a accès à énormément d'informations. Il y a une conscience collective qui se crée et qui va être moteur pour le crowdfunding. Il y a eu la crise financière, ça a réveillé les consciences, on a été beaucoup plus au courant de l'impact du monde financier sur nos vies, et cette crise financière a été un des éléments déclencheurs qui a poussé l'essor du crowdfunding. Il y a une réelle volonté de la population de pouvoir reprendre le contrôle de ses investissements. Et ce qu'il y a, c'est que jusqu'à aujourd'hui, la population n'avait pas accès à l'investissement dans les PME et les startups.
Et ce que l'on fait, nous, c'est justement qu'on va permettre à ces gens de s'intégrer dans ce processus d'investissement et ça permet d'offrir cette transparence et cet accès direct. C'est une alternative. Ça ne remplace pas les systèmes existants. Ça ne doit pas remplacer les systèmes existants, mais ça vient en complément. Le crowdfunding, Bitcoin ou d'autres initiatives reflètent en fait un changement des mentalités, un contexte, un environnement dans lequel on vit et une conscientisation générale de la population. Et ça se traduit de plein de manières différentes. Ce que veulent les gens, je pense, au final, c'est pouvoir reprendre un contrôle parce qu'il y a une certaine perte de confiance par rapport à un système qui est en place. On a besoin du banking plus que des banques. Les banques tendent à parfois oublier le métier qui est le financement de l'économie réelle, mais par contre on a besoin du banking. Et le banking, c'est créer le lien entre l'épargne et de l'investissement dans l'économie réelle. Tout ceci sont des solutions surtout pour les entreprises, mais qu'en est-il pour les particuliers ? L'entraide collective au travers par exemple des services d'échange locaux se développe un peu partout et apporte également des solutions. Le CEL, en général, pour la majorité des CEL, c'est un réseau de personnes qui permet, qui s'entraident de manière multilatérale. Donc, c'est-à-dire qu'ils se donnent des coups de main de manière ponctuelle, non récurrente, pour pouvoir créer une dynamique locale. C'est le temps qui est important. Donc, dans notre société, nous mettons une valeur spéculative sur notre compétence au niveau du temps, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire des études très élaborées va dire « mais bon, moi, mon temps vaut plus que le tien ». Dans le CEL, on remet tout à plat. Donc, on permet à chacun de pouvoir dire bah, « moi, j'ai donné 2 heures de mon temps de cette manière-là ». Eh bien, c'est la même chose que 2 heures du temps de l'autre personne pour un autre type de compétence. Donc, le temps est un phénomène ou un facteur commun et équilibré pour tout le monde. Pour moi, le CEL, donc, c'est un élément sociologique réformateur. J'utilise bien ces 2 termes parce qu'ils impliquent le fait que l'humain se repositionne par rapport à l'autre d'une autre manière qu'une manière simplement économique. Pour moi, dans le CEL, l'autre n'est pas mon client. Je ne vais pas rendre un service pour avoir des bons, pour pouvoir les utiliser. Qu'est-ce que le CEL va faire par rapport à la société d'aujourd'hui ? Il va poser des pierres. Il ne va pas la réformer tout de suite. Et ça, c'est très important de savoir. Parce que si on dit aux gens que c'est l'élément de réforme sociétale, c'est pas vrai. C'est un leurre. Par contre, c'est un élément de réforme à long terme. Si on est prêt à prendre cette responsabilité et se dire « je construis pour les générations qui viennent », à ce moment-là, moi, je pense que c'est beaucoup plus responsable que de simplement s'attendre à un élément de réponse directe. Depuis le début de la crise, on voit des personnes qui arrivent au CEL, mais pas toujours parce qu'ils ont des problèmes économiques. Ça, c'est un élément positif de la crise. C'est-à-dire que les gens repensent le système et essayent de trouver des solutions. Donc, ils arrivent avec une forme de souhait de changement alternatif. Il faut apporter cette confiance aux gens. Il faut dire, voilà, il y a des moyens de fonctionner localement, différemment, et le CEL est un des éléments. C'est un des éléments. Pour moi, c'est l'élément de confiance, c'est la base. Après, il y a les supports logistiques, il y a les monnaies, il y a tout ça. Mais si cette base n'est pas établie, tout le reste est toujours déséquilibré. C'est comme les fondations d'une maison. Monnaie alternative, crowdfunding, services d'échange locaux. À elles seules, ces nouvelles méthodes nous permettent d'imaginer qu'un jour, ni les entreprises, ni les particuliers n'auront plus impérativement besoin de faire appel aux banques pour financer l'ensemble de leurs projets. Mais comment pourrions-nous nous passer du confort offert par les moyens de paiement électronique proposés par les banques ? Comment pourrions-nous transférer rapidement des fonds d'un bout à l'autre du monde sans passer par les banques et leurs services financiers ? C'est là que les nouveaux types de paiements et de monnaies tels que le Bitcoin interviennent. Depuis la crise chypriote de 2013, cette monnaie fait parler d'elle mondialement. Si elle intéresse beaucoup les gens dans les pays en crise, cette monnaie électronique d'un type nouveau commence à susciter beaucoup d'intérêt ailleurs, comme en Afrique, au Canada, et même par les autorités allemandes qui l'ont légalisée. Mais qu'est-ce que le Bitcoin et quelles sont ses implications ? Alors, Bitcoin est à la fois un système de paiement
et la monnaie qui s'échange via le système de paiement en question. Le système de paiement est entièrement décentralisé, donc, ce qu'on appelle pair à pair. Donc il n'y a pas d'entité centrale qui joue le rôle d'une banque et qui garantit le fonctionnement. Une des raisons du récent boom de prix, du récent boom d'intérêt des gens pour le Bitcoin, ça a été la crise de l'euro, la crise des dettes européennes, en particulier à Chypre, où ça a été assez violent, puisque pour rembourser les banques qui étaient en perdition, on s'est directement servi sur le compte des gens. On voit des pics également en Espagne, puisque l'Espagne, quand ils observent ce qui se passe en Grèce ou à Chypre, les gens ont tendance à penser que ça pourrait leur arriver bientôt. Et donc ça a joué un rôle important. Ça joue sans doute le même rôle que l'or ou les métaux précieux en général. Les métaux précieux, l'économie c'est pas vraiment mon domaine, mais c'est une valeur refuge quand on fait plus vraiment confiance à sa monnaie nationale, ou européenne en l'occurrence. C'est fluide à l'échelle internationale, il n'y a plus aucune barrière, c'est de même quand c'est vraiment basé sur Internet, donc il n'y a plus de barrière nationale, ça devient très difficile de mettre en place des barrières douanières, de mettre en place des taxes spécifiques, etc. Donc l'État perd beaucoup d'emprise sur l'économie. Je pense que c'est très important de comprendre un minimum comment ça marche à l'heure actuelle pour faire confiance au système. Et ça, c'est encore assez difficile. Donc la plupart des utilisateurs sont informaticiens, programmeurs, mathématiciens. C'est pas vraiment représentatif de la population en général. Je pense que ça va venir petit à petit, de même qu'on utilise Internet sans savoir. Très peu de gens savent comment marche Internet. Très peu de gens savent de quelle manière fonctionne un réseau GSM. Pourtant, on l'utilise tous les jours et on fait confiance et à Internet et à nos téléphones portables. Les usages possibles du Bitcoin, ça augmente rapidement. Et donc, nécessairement, les gens s'y intéressent, y compris les médias généraux, mainstream. Les journalistes s'y intéressent dans ces cas-là la veille pour le reportage du lendemain. Mais il y a peu de connaissances de fond encore. There is an increasingly popular form of electronic money that isn't controlled by the banks and therefore can't be artificially inflated by their activities. This honest electronic money is the Bitcoin. The mainstream media tend to brainwash people into believing that Bitcoin is inherently dangerous because of its volatility or because some criminals use it for laundering their money. What those spin doctors forget to mention is that each and every criminal always uses official money as well. Why should the Bitcoin be singled out for its ability to be used by criminals when our dollars, our euros, our yens, or whatsoever are used by each and every criminal on the face of the planet? Money laundering happened before the invention of Bitcoin. No matter what the state-sponsored propagandists claim, Bitcoin is extremely interesting for the people who want to protect themselves against abusive wealth confiscation from the governments. Si les banques pèsent encore aujourd'hui très lourd dans nos économies modernes, elles n'éviteront pas la concurrence offerte par le crowdfunding et les monnaies alternatives qui échappent à leur contrôle pour le moment. Est-ce là une vraie révolution qui se prépare pour l'humanité? Être capable de se financer sans avoir à payer d'intérêt, c'est tout simplement inimaginable à l'heure actuelle. Mais pourtant, comme le déclarent des chercheurs de l'université mondialement connue du MIT, notre planète et notre humanité auraient bien besoin d'un système où la croissance économique n'est plus une absolue nécessité comme le veulent la majorité des économistes actuels. Or, tant que l'argent se crée sous forme de prêts à intérêt, la croissance est mathématiquement indispensable sous peine de crise majeure. Nous sommes dans l'illusion d'un système infini et condamné. À force de continuer dans cette voie, nous nous réduisons à devenir des machines à surconsommer. Mais demain, si la croissance monétaire et économique n'est plus indispensable, le visage de l'humanité changera pour un mieux. Un jour sans doute, nous pourrons sortir de ce cercle vicieux de la surconsommation. Ce jour-là, espérons-le, les hommes pourront cesser de dire « je dépense, donc je suis ».